Donc, ça me fait plaisir d'accueillir Élodie Bellarbre aujourd'hui qui vient nous parler des analyses comparatives avec les données de PISA 2009 entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Quelle articulation entre régulation par les résultats et par le choix permet une meilleure efficacité des systèmes éducatifs? Bon, je sais que c'est un temps de l'année où on a rarement des séminaires, mais je suis contente de voir qu'il y a quelques personnes qui sont venues aujourd'hui pour l'entendre et l'enregistrement va être accessible également. Donc, s'il y a d'autres personnes que vous connaissez qui aimeraient en prendre connaissance, ça va être disponible sur notre site. Donc, Élodie est en deuxième année de doctorat en sciences économiques à l'Institut de recherche en éducation à l'Université de Bourgogne. Bien, on est content d'entendre parler de ces données-là et des résultats que vous êtes en train d'analyser, d'obtenir dans votre thèse. Et je vous laisse donc la parole. Vous m'avez dit à peu près 25 minutes, donc il y aura du temps pour des questions après. En gros, on a de midi à 1 heure pour le séminaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici pour présenter mes travaux. Donc, je suis en deuxième année de doctorat, donc c'est un travail vraiment préliminaire. Je le présente aussi dans l'idée que les personnes qui vont voir cette présentation vont peut-être avoir des idées pour faire évoluer mon travail. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je présente ces premiers résultats de ma thèse et qui vont déboucher sur, je pense, beaucoup d'évolutions possibles. Donc, le plan que je vais suivre aujourd'hui sera celui-ci. Donc, je vais commencer par introduire mes travaux, expliquer les motivations de ce travail, expliquer les aspects théoriques, expliquer aussi rapidement les différences entre les systèmes de régulation aux États-Unis et au Royaume-Uni, présenter les données PISA pour ceux qui les connaîtraient pas, il y en a encore, heureusement. Présenter aussi assez brièvement la méthodologie parce que je voulais pas noyer l'auditoire dans des détails statistiques et des modèles économétriques. Donc ce sera assez bref, mais s'il y a des questions, je serai contente d'y répondre. Ensuite, je présenterai mes premiers résultats, mais qui sont vraiment des résultats préliminaires qui vont donner suite à d'autres analyses après. Je conclurai et donc je parlerai un peu de mes perspectives de recherche et des étapes suivantes de ces travaux. Évidemment, si vous avez des questions pendant la présentation, que je suis pas claire sur quelque chose, n'hésitez pas à les poser et à m'interrompre. Ça ne pose aucun problème. Donc, tout d'abord, l'enjeu dans les pays développés désormais n'est plus une question vraiment de quantité d'élèves à étudier, vu que tous les élèves quasiment sont éduqués. C'est plus une question d'avoir une éducation de qualité. Donc, c'est dans cette idée d'avoir une éducation de qualité que j'ai décidé d'étudier les politiques éducatives. On sait que l'éducation a des effets positifs sur la croissance économique, notamment. Là, j'ai cité un auteur, mais il y a eu d'autres travaux, et c'est l'un des intérêts aussi d'étudier l'éducation en économie et pour les économistes. Il y a différents enjeux de la qualité de l'éducation, autant en termes d'efficacité, savoir est-ce que les enfants vont avoir un niveau scolaire suffisant pour ensuite aller sur le marché du travail, mais aussi en termes d'équité des systèmes éducatifs et de justice sociale, si on peut dire, des systèmes. Ce papier, il va se concentrer essentiellement, cette présentation, en tout cas, se concentrera essentiellement sur l'efficacité des politiques éducatives dans un premier temps, même si je vais faire cet été, avec une collègue de Montréal d'ailleurs, un travail plus sur l'équité des politiques éducatives. Mes motivations, d'abord j'ai eu l'occasion dans ma première année de thèse de lire de nombreuses études et enquêtes utilisant PISA évidemment, qui est un outil statistique très intéressant et qui observe les effets des politiques institutionnelles sur l'efficacité des systèmes éducatifs. Notamment, j'en ai cité quelques-unes ici, Vossman a été très prolifique en la matière. Et donc, ces études avaient la particularité d'être réalisées sur l'ensemble des pays PISA, et donc sur un échantillon et sur une échelle très très macro. Et ce qui m'a semblé important au vu d'autres lectures que j'ai faites, notamment Green, c'est que les systèmes éducatifs sont en effet dans des pays qui sont différents, dans des contextes culturels, historiques et socio-économiques qui sont aussi très différents, et ils vont différer dans leur organisation. Donc, il me semblait important dans mes travaux de tenir compte plus du contexte dans lequel sont implémentées les politiques éducatives, dans une perspective de comparaison un peu plus fine et un peu moins grossière. En tout cas, c'est pas, le mot est peut-être pas le mieux choisi, mais un peu moins macro.
Ce travail va s'attacher à comparer en fait ce qui est comparable et donc à essayer de comparer des systèmes éducatifs qui sont comparables, parce que l'hypothèse de laquelle je pars, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir implémenter une politique éducative de la même manière dans différents systèmes éducatifs. Par exemple, on va parler d'accountability beaucoup aux États-Unis avec des systèmes très forts d'accountability. Et en France, ce serait peut-être un peu plus délicat d'imposer ce genre de système dans le système éducatif français ou italien ou d'autres systèmes éducatifs qui sont très différents. Donc, les études actuelles sur les effets des politiques institutionnelles se font à travers tous les pays, mais sans tenir compte en fait du fait que ces politiques vont peut-être pas avoir les mêmes impacts et les mêmes façons de s'implémenter selon le contexte dans lequel elles sont, notamment le pays et le modèle socioculturel dans lequel elles se mettent en place. Donc l'objectif premier ici, c'est de comparer l'efficacité des différentes formes de régulation des établissements scolaires. Donc au départ de cette idée de régulation, il y a celle d'autonomie des établissements qui s'est beaucoup développée ces dernières décennies, notamment dans les pays anglophones. Et les établissements scolaires sont en fait plus proches des élèves et on suppose à ce titre qu'ils vont être plus à même de s'adapter aux besoins des élèves et donc de répondre, d'améliorer la qualité de l'éducation et de la façon dont on les éduque. Mais ça, c'est évidemment juste une hypothèse selon laquelle plus l'agent économique est proche en fait du consommateur et plus il va pouvoir s'adapter aux besoins du consommateur. Et ce sera développé, il y aura un développement plus pointu dans ma thèse sur les théories économiques et l'éducation. Là, je les présente juste brièvement, les idées rapidement. Donc la théorie de l'agence en économie part du principe qu'il y a un principal et des agents. En éducation, le principal, ce serait le gouvernement, qui va décider à un niveau national les principaux objectifs du système éducatif. Et les agents de ce principal seraient les établissements qui, eux, vont délivrer le service éducatif. Le gouvernement, lui, il va avoir, par exemple, pour objectif de rendre un service éducatif de qualité de manière générale, c'est-à-dire efficace, équitable. Il peut arriver que les établissements scolaires n'aient pas forcément ces mêmes objectifs. Par exemple, ils pourraient vouloir recruter les meilleurs élèves ou avoir des élèves avec des backgrounds favorisés pour attirer les bonnes familles et les bons élèves ou pour répondre à une demande de la part des parents, justement, de familles favorisées, d'avoir des pères favorisés, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des différences entre les objectifs du principal et ceux des agents. Et plus les établissements vont avoir d'autonomie, plus il va leur être possible de s'attacher à atteindre leurs propres objectifs plutôt que ceux du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les établissements font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le service éducatif de qualité que veut le gouvernement. Et c'est dans ce cadre qu'on va mettre en place notamment les politiques de régulation. Il va y avoir deux modes de régulation qui se développent et s'articulent très souvent dans les pays, notamment les pays anglophones, vu qu'ici je vais décider de me concentrer sur le Royaume-Uni et les États-Unis. La régulation par les résultats, avec l'accountability. On parle souvent en France de régulation par les résultats, mais c'est le principe de l'accountability. Et la régulation par le choix, avec les systèmes de quasi-marché, où le choix va être, pour les parents va être totalement libre entre les établissements, ou des systèmes de vouchers qui vont être soit des vouchers universels, c'est-à-dire que tout le monde aura accès à des chèques éducation pour choisir l'établissement où ils vont et payer l'établissement où ils vont, ou alors des vouchers ciblés, ce qu'on retrouve plus aux États-Unis, où on va donner des chèques éducation aux enfants des classes défavorisées pour qu'ils puissent aller, par exemple, dans les établissements privés ou les établissements, en tout cas, de leur choix. Donc les États-Unis et le Royaume-Uni ont développé les formes de régulation de ce type et les ont développées à des niveaux assez poussés. Donc ces deux pays ont aussi la particularité d'avoir des modèles socio-économiques, notamment le libéralisme économique et culturel avec la même langue assez proche, donc d'être peut-être un peu plus comparable que si on prenait deux pays totalement différents. Et ce sont des systèmes aussi décentralisés qui donnent beaucoup d'autonomie décisionnelle aux établissements. Donc selon les hypothèses que j'avais présentées au début, c'est pourquoi j'ai choisi pour l'instant ces deux pays-là, pour pouvoir comparer à la fois deux types de régulation très différents, mais dans des contextes un peu ressemblants, même si évidemment je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni et les États-Unis sont le même pays, loin de là. Donc la régulation par les résultats, elle va se fixer, la comptabilité aux États-Unis va souvent se
postuler sur 3 choses. Déjà, le pouvoir central va fixer des objectifs de réussite globale dans le système éducatif, des objectifs qui vont être souvent assez clairs. On va utiliser les résultats des élèves à des tests standardisés, par exemple pour avoir un indicateur sur la qualité de l'éducation et de l'établissement. Et on va mettre en place des systèmes de sanctions ou de récompenses dépendant de l'atteinte ou non des objectifs. Donc c'est afin que les établissements soient une sorte d'obligation tacite à augmenter la qualité de l'éducation. La régulation par le choix est pas basée sur les mêmes idées. Donc là, l'idée en fait un petit peu, c'est que le parent, les élèves vont être des consommateurs d'éducation. On va les informer sur la qualité des établissements via la publication de rapports ou de résultats. Et les parents vont choisir librement l'établissement dans lequel ils vont mettre leurs enfants. Le financement des établissements va dépendre du nombre d'élèves qu'ils accueillent dans les systèmes de quasi-marché ou dans les chèques éducation. On va avoir des vouchers qui vont être donnés aux parents pour choisir l'établissement dans lequel ils vont. Donc, comme je l'ai différencié tout à l'heure, avec les chèques universels et ciblés qui n'ont pas les mêmes objectifs. Les chèques éducation universels pour tous vont être plutôt pour objectif d'augmenter la concurrence entre les établissements, alors que les chèques éducation plus ciblés pour les enfants des familles défavorisées vont avoir plutôt des objectifs d'équité. Donc, aux États-Unis, l'objectif de l'État a été défini par la No Child Left Behind en 2001, qui a un double aspect, qui joue à la fois sur l'efficacité et aussi beaucoup sur l'équité, comme l'indique le nom de cette loi, de cette réforme. Donc, les établissements vont avoir un statut Annual Year Progress qui va être défini selon les établissements, avec donc des objectifs propres. Évidemment, un établissement très bon va pas avoir les mêmes objectifs de progrès annuel qu'un établissement un peu moins bon. Ils vont y mettre en place des tests standardisés à différents niveaux. Et ensuite, il va y avoir des systèmes de sanctions-récompenses, par exemple, sous forme de financement en plus pour les bons établissements pour promouvoir certains projets, ou de moins d'autonomie pour les établissements qui vont avoir plus de difficultés ou qui vont pas atteindre les objectifs. Ça va dépendre après aussi des États, parce que les États-Unis, c'est évidemment un peu différent selon les États, mais on a quand même cet objectif commun du pays qui est porté par la No Child Left Behind. Et il y a l'existence de vouchers qui sont ciblés aux États-Unis et qui vont dépendre aussi des États. Le nombre de vouchers va dépendre des États, mais ils sont quand même présents. Ça a été un peu la difficulté avec PISA d'observer dans le détail ceci, mais je vais me plonger plus précisément dans les États des États-Unis qui font les vouchers et dans quelle mesure un peu plus tard, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Après, les effets sont plutôt positifs apparemment de la No Child Left Behind d'après les études que j'ai lues, mais il en existe d'autres bien sûr, donc là j'en ai cité quelques-unes. Les vouchers ciblés dans l'une des dernières enquêtes de l'OCDE ont été... il semblerait que ça ait des effets positifs, surtout sur l'équité des systèmes. Donc voilà. Le Royaume-Uni, donc c'est différent. Déjà, le système éducatif est un peu porté par l'Education Reform Act de 1988, où il a été instauré une forte compétition entre les établissements. Donc les parents peuvent choisir l'établissement dans lequel va aller leurs enfants. Les financements des établissements sont faits directement par le gouvernement aux établissements selon le nombre d'élèves qui sont accueillis. Et il va y avoir un système de régulation beaucoup plus interne avec des inspections par les autorités locales, des rapports annuels sur la qualité des établissements. Et il développe aussi de plus en plus, depuis 2004, l'idée d'auto-évaluation des établissements, bien que ça serait un peu plus délicat à observer avec l'enquête PISA. Dans cette étude, j'ai séparé l'Écosse de l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord parce que c'était possible et qu'il y a des légères différences, notamment en termes d'autonomie des établissements. Les établissements écossais sont un tout petit peu moins autonomes. Comme je pouvais le faire, j'ai fait cette séparation. Et je cite ici 2 études. Donc Bradley et Taylor ont montré plutôt un effet positif de l'Education Reform Act notamment et d'autres mesures comme l'Excellence City Programme, etc. Alors que Wilms, lui, plus en arrière, avait montré un effet négatif, évidemment, plutôt sur l'aspect ségrégation du libre choix en Écosse. Donc les études sont assez différentes et les résultats des études sont assez différents sur la quasi-marché et les marchés hybrides en éducation. Donc les données PISA qui est le Programme for International Student Achievement. Donc c'est une enquête de l'OCDE sur les compétences des élèves de 15 ans qui a pour but de comparer les compétences des élèves sans l'idée du programme scolaire qui est très différent d'un pays à l'autre. Donc on se base vraiment sur les compétences
pour pouvoir comparer à travers les différents pays. Donc pour l'instant, il y a eu 4 vagues d'enquête 2000, 2003, 2006 et 2009 qui sont parues. 2012 va apparaître, j'imagine, bientôt. Et il y a une compétence majeure qui est étudiée à chaque vague. PISA se concentre sur 3 compétences qui sont la compréhension de l'écrit, les mathématiques et les sciences. Et donc en 2000 et 2009, c'était la compréhension de l'écrit qui était l'épreuve majeure. En 2003, les mathématiques. En 2006, les sciences. L'épreuve majeure, en fait, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup plus d'items et qu'elle est mesurée de façon plus précise. Les scores de compétences sont en moyenne de 500 avec un écart type de 100. Ça, c'est pour donner une idée quand je vais présenter mes modèles de la taille des coefficients par rapport à l'écart type et au score. Et l'output que j'ai choisi ici, c'est les scores en compréhension de l'écrit, qui est la compétence majeure en 2009. Et j'ai pris la dernière enquête pour l'instant. La méthodologie, j'ai utilisé pour le moment des modèles hiérarchiques à constante aléatoire et pas des modèles hiérarchiques complets pour ceux qui sont un petit peu avec ça. Donc l'idée, c'est de tenir compte de la structure en niveau de PISA avec les établissements et les élèves dans les établissements. Je ne vais pas au niveau pays parce que j'ai que 2 pays, donc ça n'aurait pas d'intérêt statistiquement. Et j'ai choisi les modèles à constante aléatoire pour prendre en compte les variations entre les établissements. Et les modèles complets sont beaucoup plus complexes en termes d'hypothèses, donc pour l'instant, je suis restée sur ça. Voilà. Donc, cependant, en termes de méthodologie, il est possible que les établissements les moins bons soient soumis à plus de tests standardisés, par exemple. Donc, il pourrait y avoir en fait un biais de sélection. Pour tenir compte de ce biais, autant que faire se peut pour le moment, j'ai introduit une variable sur le niveau socio-économique et culturel moyen dans un établissement de l'établissement scolaire, histoire de contrôler un peu le niveau de l'établissement dans lequel se situent les élèves, pour qu'on tienne en compte, pour tenir compte de ça et éviter ce biais, mais ça n'a pas forcément marché aussi bien que je voulais. Ensuite, les variables de contrôle, ce sont le genre. ESCS, c'est l'indice socio-économique de PISA des élèves, le statut de migration, le fait de redoubler ou non, l'éducation pré-primaire, le temps passé en moyenne par semaine à travailler, la langue parlée à la maison, le statut de l'école, si elle est privée ou non, pratique des groupes de niveau, moyenne de l'indice par établissement, comme je l'ai dit, et les variables d'intérêt qui vont être celles présentées dans les tableaux. J'ai pas présenté le tableau complet avec toutes ces variables-là parce que c'était absolument illisible. Donc voilà, mais je les ai dans mon document de travail, donc que je pourrais montrer. En fait, c'est juste le fait, est-ce qu'ils classent ou non selon les niveaux les élèves. Il y a une variable là-dessus dans PISA, selon soit les niveaux scolaires ou selon différentes options. Mais c'est surtout pour voir ça, s'ils classent selon le niveau scolaire des élèves dans les établissements, en fait. Parce qu'on sait que ça a un effet plutôt a priori négatif sur l'équité, etc. Donc, j'ai essayé de mettre le plus de variables de contrôle possible, mais voilà. Donc, les résultats, ça, c'est les résultats que j'ai pour l'instant pour les États-Unis, sachant qu'il y a toutes les variables de contrôle que j'ai citées précédemment dans mes modèles. Donc, alors j'ai utilisé les variables que j'avais, c'est-à-dire pour l'instant pas grand-chose dans PISA. Donc, pour le choix scolaire, j'ai regardé s'il y avait d'autres établissements dans la zone de recrutement des élèves. Donc ici, un autre ou deux ou plus. J'avais pas le choix, j'avais pas plus de précision. Et la variable référence, c'est qu'il n'y a pas d'autres établissements dans la zone. J'ai regardé la taille de la ville, si on est dans une grande ville ou pas, parce qu'on peut penser que j'ai contrôlé par la taille de la ville, parce que forcément, il y a plus d'établissements dans les grandes villes. Et pour les variables sur la régulation, pour le moment, j'ai mis ces deux-là, qui sont le fait de rendre ces résultats publics ou le fait d'avoir des tests standardisés au moins une fois par an. Toutes ces variables-là sont au niveau établissement, parce que on a un questionnaire établissement sur PISA. Et le modèle, c'est en output les scores des élèves. Donc c'est remis, donc c'est au niveau élève avec un niveau de certaines variables établissement. Donc ici, ce que je trouve ici, c'est qu'il y a un effet a priori léger et positif et significatif du fait d'avoir plusieurs établissements dans la zone aux États-Unis, ce qui pourrait éventuellement traduire un effet compétition, mais du fait des vouchers ciblés et des différences selon les États, c'est encore à analyser et à préciser. Et on a un effet positif du fait de rendre les résultats publics, et par contre un effet négatif du fait de passer des tests standardisés. Alors pour cet effet négatif, qui était un peu étrange, vu que l'hypothèse de départ, c'est quand même que la accountability, ça aurait des effets positifs,
J'ai regardé un peu les études qui existent et Vossman, dans ses études, utilise cette variable en interaction avec le fait d'avoir des systèmes d'examen centraux, type baccalauréat, etc., parce que ça donnerait des objectifs plus clairs pour les tests standardisés, et donc, a priori, lui, il trouverait des effets positifs en faisant l'interaction entre ces deux variables. Mais là, c'est aussi à réfléchir et à essayer de voir un peu plus comment je pourrais expliquer ça, sachant que ça peut venir aussi d'un possible biais de sélection, comme j'en ai parlé avant, même si j'ai essayé de le contrôler comme j'ai pu. Je vais devoir essayer de trouver des idées un peu plus fortes pour contrôler ça. Ensuite, pour l'Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, ce qui est un peu surprenant ici, c'était l'effet négatif des établissements privés en Angleterre. Donc, je suis en train de regarder un peu, mais normalement, les établissements privés en Angleterre recrutent sur niveau des élèves et moyens financiers. Donc, c'est assez étrange, mais il faut savoir quand même que dans PISA, il y a, je crois, 7% des élèves dans cet échantillon-là qui sont dans des établissements privés. Donc, c'est très mince. Donc, il faudrait peut-être que je regarde ces élèves-là en particulier et un peu plus ce qui se passe. Après, on aurait ici un effet peut-être légèrement significatif d'avoir 2 établissements ou plus, ce qui est plutôt pas en faveur de l'idée que le libre choix anglais et le quasi-marché auraient des effets vraiment positifs sur le système, bien que on a quand même un effet légèrement positif. Et on n'a pas d'effet significatif pour les variables qui vont être plus de régulation. Sachant qu'en Angleterre, il y a des établissements qui publient leurs résultats dans des rapports annuels, etc. Donc c'est l'idée ici. En Écosse, on a des résultats qui sont un peu différents, donc qui sont à l'effet positif des établissements privés. Donc pour les établissements privés, il va vraiment falloir que je regarde un peu plus. Et on a un résultat un peu similaire ici, où on aurait un effet un peu plus positif de la compétition, si on considère que ces variables-là peuvent faire une approche de la compétition. Et toujours des effets non significatifs pour les examinations. Donc, mes conclusions à partir de ces résultats, ce serait qu'une articulation entre régulation par les résultats, c'est-à-dire une articulation, j'ai marqué ici très normée, mais c'est pas un mot très bien choisi, une articulation, donc avec une régulation par les résultats type accountability, avec des objectifs très clairs et des standards très clairs, c'est une récompensation comme aux USA, et un système de choix plus ciblé pourrait être plus efficace pour les compétences en compréhension de l'écrit des élèves qu'un système de libre choix avec une régulation interne comme on aurait au Royaume-Uni. Et on pourrait penser même qu'il y aurait des interactions, c'est une hypothèse que je vais essayer d'analyser, des interactions positives entre la régulation et le choix ciblé, la régulation dans le terme accountability. Et donc, comme j'ai dit, c'est un travail qui reste évidemment à développer. Mes perspectives de recherche, dans un premier temps, j'ai remarqué que la moyenne de l'indice socio-économique par école avait un impact assez important. Ici, j'ai mis les coefficients pour les différents pays, donc c'est quand même assez élevé. Et je voudrais observer si les modes de régulation ont des impacts différents selon le niveau des établissements. Donc faire des groupes d'établissements, notamment selon le niveau, évidemment, et aussi peut-être éventuellement, c'est une idée qu'on m'a proposée au Grèce, faire des groupes de type d'établissements, comme selon comment les régulations se font dans les établissements, etc. Donc ça, c'est une des prochaines étapes. Observer aussi les interactions entre les différentes mesures, hein, c'est-à-dire si on met les variables un peu croisées, notamment entre le choix et la régulation, comment ça se passe. Et aussi utiliser le questionnaire parent de PISA parce qu'il y a des informations intérieures sur pourquoi ils choisissent les établissements. Donc pour préciser un peu cette idée de choix, parce qu'il me semble que juste approché par un établissement ou deux de plus, c'est un peu léger. Donc essayer de voir un peu pourquoi ils choisissent et comment ça a un impact ou non. Et aussi donc travailler sur l'équité, travail que je vais normalement faire en collaboration avec Annelise Voisin, qui est en thèse à Montréal. Et je vais refaire l'étude évidemment avec les scores en mathématiques, en sciences, peut-être regarder sur PISA 2000, 2003, les anciennes enquêtes. Et après, plus tard, éventuellement, observer la compétition par le privé dans d'autres pays, parce que c'est quand même une autre forme de compétition qui est à tenir en compte, évidemment. Donc voilà, merci pour votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions et d'avoir votre avis sur ce travail, éventuellement, pour le faire progresser. Je ne connais pas les détails des données PISA. En fait, est-ce que c'est possible
l'école, est-ce qu'elle est observée dans la mesure, est-ce que sur plusieurs années, il y a les mêmes écoles qui Non. reviennent? Okay. Parce que, en fait, par contre, ce à quoi j'ai pensé, c'est faire un matching entre les établissements sur plusieurs années pour essayer de voir les évolutions en diff. Mais pour ce faire, il faudrait que je trouve une politique éducative qui a été mise en place dans une région et pas dans une autre. Oui, c'est ça. Et le fait est qu'on ne peut pas forcément descendre au niveau régional, notamment avec PISA, parce qu'en fait, les échantillons sont représentatifs au niveau national, mais pas nécessairement au niveau régional. Certains pays l'ont fait, mais d'autres non. Donc c'est l'idée que j'avais de faire ça à la base, mais j'ai pas trouvé d'endroit où je pourrais le faire et de politique que je pourrais mesurer avec ce genre de choses. Sachant en plus que je suis limitée par le fait qu'en Angleterre, on peut pas observer les données en longitudinal. Okay. Ils ont des problèmes sur l'échantillonnage, notamment. J'ai lu un article là-dessus de John Jerin qui explique très bien comment les échantillons sont faits et ce qui a fait qu'en Angleterre, on peut pas vraiment observer l'évolution des scores. D'ailleurs, quand on regarde tous les rapports PISA sur l'Angleterre, on n'a pas la comparaison en longitudinal, notamment parce qu'ils ont rajouté le Pays de Galles pendant cette période et que le Pays de Galles a des scores plus bas à PISA. Et il y a aussi un problème sur les dates de naissance des cohortes et les moments auxquels ils passent les examens. Enfin voilà, il y a eu des choses qui ont été donc on peut pas comparer. Ben, je sais qu'ici les données sont par province. Là, donc oui, je sais qu'on peut le faire au Canada. Il y a une province dans les prairies, je me rappelle plus laquelle, qui a des écoles avec des systèmes de vouchers. Donc, peut-être il y aurait moyen d'exploiter ça. C'est pas beaucoup. Je pense que c'est en Saskatchewan, mais je ne suis pas certaine, mais je pourrais vérifier. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Ce serait intéressant. L'autre truc, c'est que j'étais à la conférence de la Société canadienne d'économistes en fin de semaine. Il y a un économiste de l'Université Concordia, professeur McIntosh, qui a écrit un très long papier sur la validité des scores PISA. Donc, peut-être lire son papier. Je ne dis pas que ça remet en cause toutes les études qui ont utilisé PISA, mais peut-être voir les détails de sa critique, en fait, juste pour voir peut-être que ça influence un peu vos résultats, je ne sais pas. C'est possible, j'en ai vu un peu aussi dans les rapports français. Les standardisations de PISA peuvent influencer. Donc, selon sa méthode, par exemple, l'Espagne est à égalité avec l'Italie selon PISA en mathématiques. Quand il a refait ses calculs avec sa méthode, l'Espagne était en fait en avance en mathématiques par rapport à l'Italie. Donc, ça changeait complètement l'ordre de... Donc, la façon dont ils calculent leur score de compétences. La standardisation. Oui, parce que les blocs, la façon que le test est passé... Oui, les blocs d'items. Oui, donc ils utilisent ça pour corriger d'une autre façon, restandardiser d'une autre façon. Donc peut-être regarder un peu. Je regarderai un peu, ouais, c'est intéressant. Je pense pas que ça remette tout en cause, là, mais... Non, mais ça peut être intéressant. Reconnaître ce qu'il dit. J'aurais quelques questions sur les variables utilisées. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous... Sur les variables utilisées. Oui, non, juste, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que je connais personne. Jean-Patrice Canel, je travaille au ministère de l'Éducation. D'accord, merci. En fait, sur les deux variables que vous utilisez pour définir quel type de régulation on a, notamment sur est-ce que les résultats sont rendus publics, est-ce qu'il y a des tests standardisés au moins une fois par an. Ça, ce sont des variables associées à une école. Oui. Les écoles d'un même État ou d'un même pays ne sont pas régies par les mêmes règles? Ça dépend, en fait, parce qu'il y a les systèmes d'auto-évaluation en Angleterre qui peuvent faire qu'on va avoir des écoles qui vont peut-être passer plus de tests que d'autres pour s'auto-évaluer. Et il y a des différences selon les États aux États-Unis. Donc, comme là, les écoles sont pas aux États-Unis, je pense pas que c'est représentatif des États. Donc, on a une école par-ci par-là. Donc voilà, c'est une façon de. Donc oui, il y a des différences. J'avais fait des statistiques descriptives avant. Hein, donc il y a des écoles qui rendent pas public, puis il y en a qui rendent public. Oui. Mais majoritairement, elles rendent public hein, quand même aux États-Unis et en Angleterre. Mais il y a des différences quand même, oui. C'est une variable établissement. Ah, c'est ça. OK. Je fais un lien un peu avec ce qui se passe au Québec depuis 2009, où est-ce qu'on a instauré ce qu'on appelle les conventions de partenariat entre le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires de l'ensemble du Québec, où toutes les écoles du Québec sont soumises aux mêmes règles, c'est-à-dire de rendre public leur rapport annuel à chaque année. Les commissions scolaires sont soumises
rendre public à leur conseil d'établissement leurs résultats en lien avec leur convention de gestion de réussite éducative. Je ne vais pas trop dans le détail, mais disons, tous les établissements sont soumis aux mêmes règles. Ce qui fait qu'au Québec, on aurait de la misère à avoir cette variation-là qui est utile, parce qu'elles sont toutes la même chose. Par contre, il y a tout le côté où est-ce qu'il y a eu un changement majeur en 2009 qui fait que tout le monde, il y a comme un côté différence en différence qu'on pourrait aller chercher. On pourrait aller chercher comme ça. Mais sinon, disons, ça serait peut-être intéressant, disons, ça va être dans plusieurs années qu'on va voir les impacts au Québec là-dessus, là, mais juste de garder ça pas très loin, étant donné que c'est à côté de chez nous. Il y a comme un mouvement important qui s'est fait depuis 2009 ici sur cette question-là. Ouais, 2009, c'est assez récent, ouais. Qui, selon ce que le ministère dit, je vais me détacher du ministère, selon ce que le ministère dit, on parle de gestion par résultat, mais je comprends qu'on est aussi, où est-ce qu'on demande, on ne donne pas vraiment de cible aux commissions scolaires, on en donne une sur 5 objectifs qu'on leur demande d'atteindre, puis il y a une cible qu'on leur donne, le reste, on donne libre choix à ce qu'ils veulent se donner comme objectif. Fait qu'on est comme dans oui, donc c'est pas une régulation très très forte, entre guillemets, c'est une régulation un peu plus souple en fait. Oui, c'est fort dans l'administratif, mais c'est souple dans ce qu'ils veulent atteindre comme objectif pour l'instant. Et ça serait intéressant un jour de voir. De toute façon, je vais travailler un peu là-dessus avec Annie Voisin, parce que cet été, on va travailler, et ce qu'elle fait, elle travaille sur les systèmes de régulation au Canada. Donc, on a prévu d'aller regarder un petit peu ça dans les mois à venir. C'est ça. Puis, peut-être que vous le connaissez, mais il y a Christian Marois à l'Université. Oui, parce qu'elle est en thèse avec lui. Donc, et j'ai lu l'un de leurs derniers papiers qui n'est pas encore paru, mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire. Et donc, oui, c'est pour ça que j'en parle, parce que oui, je vois de quoi vous parlez, parce que j'ai lu les travaux de Christian Marois et Annie Voisin, qui est doctorante avec lui. Donc voilà. Donc. Dans la force de l'implantation d'une gestion axée par les résultats et où est-ce qu'on se situe dans ça. Il y en a qui sont plus restrictifs que d'autres ou plutôt plus intenses que d'autres. C'est ça, et ils ont d'ailleurs voilà. À la limite aussi, tous ces deux États-là là-dedans aussi, ces deux pays-là là-dedans. Ouais. Est-ce que l'État est vraiment très interventionniste dans le suivi ou il laisse aller les commissions scolaires officiellement et rendre public, mais en fait, personne ne suit vraiment ce qu'ils font? Ou est-ce que l'État suit vraiment? Mais je pense qu'il y a des choses comme ça selon les systèmes, selon les États aux États-Unis et en Angleterre, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a cette idée aussi d'auto-évaluation. Donc, est-ce qu'ils s'auto-évaluent beaucoup ou pas, etc. Donc, oui, c'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est des résultats vraiment préliminaires qu'il va falloir que je retravaille. Après, je suis aussi limitée par les données PISA et les informations que j'ai, mais sinon, très intéressant. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore là-dessus en remerciant beaucoup Élodie de cette présentation-là. Je pense qu'il y a des contacts qui ont été initiés, puis il y aura d'autres pendant le temps que vous êtes ici, puis avec les contacts que vous avez déjà développés au Québec. Donc, on vous souhaite bonne chance avec la suite des travaux, puis merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de votre attention et d'avoir écouté mes travaux. Merci.